Les ventes de Mac en chute libre, moins 40% au premier trimestre selon IDC. Aucun constructeur ne recule autant qu'Apple. C'est la première fois, si vous en rappelez, qu'Apple offrait 200 € de remise sur un Mac. Ça veut dire que même avec 200 € de moins, les gens n'ont pas acheté énormément de Mac. Quelle cause, quelle conclusion, c'est l'info de la semaine et on y revient dès le début de ce 132e numéro d'iWeek. Tim Cook attendu en Inde la semaine prochaine pour l'ouverture de 2 premiers Apple Store à Mumbai et New Delhi à 48 heures d'intervalle. Ça rend d'autant plus important le déplacement de Tim Cook en Inde parce qu'il faut préparer tout ça, il faut investir et ça va prendre des années. L'Inde après la Chine, 2 visites dos à dos très stratégiques, alors qu'Apple poursuit son désengagement en faveur notamment du sous-continent indien. C'est l'événement de la semaine prochaine. L'iPhone 15 ne sera dévoilé officiellement que dans 5 mois et de lui, on a déjà l'impression de tout savoir. Bon, Apple peut se garder une ou deux petites choses sous le coude, mais ça maintient en haleine le client qui va se dire « Ah non, mais quand même, celui-là, il va être bien, je vais l'acheter, celui-là. » Et puis la surprise, regardez sur le 14, Dynamic Island, on ne savait pas. Alors le culte du secret a-t-il vécu chez Apple et à quoi peut-on vraiment s'attendre avec cette nouvelle gamme alors qu'Apple aurait finalement renoncé au nouveau bouton capacitif? Nous ne le savions pas encore quand on a enregistré mardi soir. Le sujet en est presque encore plus intéressant. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon. Cette semaine, le bad buzz contre les Google Fonts auxquels on reproche d'exposer votre adresse IP, de ralentir l'affichage des sites qui les utilisent et de prendre de la bande passante. Et si on en parle, c'est parce qu'une nouvelle extension Safari vient de sortir pour bloquer ces polices de caractères téléchargeables sur vos appareils Apple. La problématique, pour moi, c'est pas le fait que Google connaisse mon adresse IP, c'est savoir ce qu'ils en font. Le problème, ça devrait pas être de mettre la pression sur les utilisateurs et les empêcher d'utiliser des trucs chouettes. Un bonus à savourer sur patreon.com/iweek. Mardi 11 avril 2023, bonjour, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous, bienvenue, il est 18h15 et nous venons de lancer l'enregistrement de ce 132e épisode d'iWeek, la semaine Apple. Nous sommes en petit comité aujourd'hui, je salue tout de suite mes 2 complices du jour, Elie Abitbol. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à toi, cofondateur du groupe MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Et président des Apple Premium Resellers en France, je le rappelle. Faut pas le dire. Ils ont oublié. Ah. Si. C'est juste que ça fait longtemps qu'ils ont fait cette élection, depuis ils ont oublié d'en faire une autre. Donc... Je vois Elie et Fabrice qui mettent le doigt sur la bouche, genre chut. N'est-ce pas, Fabrice Neumann? Oui, mon capitaine, effectivement. Alors ça y est, tu décris tout ce que les auditeurs ne voient pas. Zut alors. Bah oui, forcément, on est d'abord un podcast audio, mais bon, bah je fais les traductions visuelles. Bon, et absolument. Oralement, on peut rappeler que tu es mentor en technologie et que tu es présent sur les réseaux et sur ton site. Sur mon site pro-fusion-conseil.fr, absolument. Bonsoir à toutes et à tous. Et à Fabrice Neumann, un peu partout, évidemment. Alors, au programme cette semaine, du drame, avec ces moins 40% qui font forcément frémir à propos du Mac, de l'évasion, avec Tim Cook attendu en Inde, au pays des Maharajas, du rêve avec l'iPhone 15 Pro qui semble bien doté et moins cachotier que ses prédécesseurs. Bon, plus sérieusement, quelques rappels quand même. D'abord, la version vidéo de cet épisode sera disponible dès jeudi et sans pub sur patreon.com/iweek pour notre communauté. En la rejoignant, vous ferez aussi une bonne action puisqu'en nous soutenant financièrement, vous aidez aussi l'aventure iWeek à continuer et à se développer. Ensuite, la version audio de ce podcast est disponible sur toutes les plateformes gratuitement et donc profitez-en pour vous abonner en cliquant sur le bouton suivre. Vous ne raterez ainsi plus aucun épisode et puis on vous conseille bien sûr de suivre aussi la quotidienne iWeek, cet autre podcast que vous recevrez donc chaque jour de la semaine sans bouger le petit doigt. Et puis on attend vos réactions, comme d'habitude, vos questions sur Twitter et sur Mastodon avec le hashtag iWeekLSA, LSA comme la semaine Apple. Allez, dans un instant, l'info de la semaine, Apple est le premier trimestre catastrophique du Mac. Il y a urgence à réagir.
L'info de la semaine, c'est donc cette statistique IDC impressionnante, moins 40% pour les ventes de Mac au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022. Dans le détail, les ventes globales ont reculé pour toute l'industrie de 29,6%. Ça fait un tout petit peu moins de 57 millions d'ordinateurs vendus, mais c'est Apple qui a été frappé le plus durement. Alors, Lenovo, le leader, recule de 30,3%. HP, qui est deuxième, enregistre la baisse la moins importante, mais elle atteint quand même 24,2%. Dell, troisième, enregistre moins 31%. Et donc, Apple, quatrième, n'a vendu, entre guillemets, que 4,1 millions de Mac contre 6,9 millions pour le même trimestre il y a un an, moins 40%. Et ce, malgré le lancement des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces M2. Alors, on va rappeler qu'Apple ne donne pas de chiffres très détaillés sur les ventes de Mac depuis près de 10 ans. Les données IDC reposent sur des analyses de marché dans plus de 90 pays. Élie, je me tourne tout de suite vers toi, parce que tu es aussi en prise directe avec les consommateurs, avec la réalité du marché et les tendances. Est-ce que ce chiffre, cette statistique, cette donnée, moins 40%, est-ce qu'elle est conforme à ce que toi tu vis? Est-ce qu'elle te surprend? Un peu. Alors, c'est un début d'année difficile, on en a déjà parlé. On n'est pas à moins 40 au niveau des APR, mais c'est un peu global. Alors, j'ai pas fait une analyse de la partie Mac. On pourrait se dire qu'on a compensé avec les iPhones qui continuent à très bien se vendre. Mais grosso modo, on sait que le retail a été plus touché que nous, mais de l'ordre de 25%, tu vois. Les APR sont plutôt entre, de ce que je sais, entre moins 15 et moins 20, en global. Là-dedans, évidemment, il y a beaucoup de services, il y a du Mac, certes, mais il y a aussi de l'iPad, de l'iPhone, voilà, donc... ça m'étonne un peu parce que ça fait vraiment beaucoup. C'est énorme, oui. Ouais, on n'avait pas cette impression-là lorsque Tim nous en parlait, mais ceci dit, ça m'étonne quand même qu'à moitié parce que pour la première fois, Apple a fait, dans ce trimestre qui vient de s'écouler, des promos, et c'était la première fois qu'Apple faisait des promos avec de la remise. Ça s'était jamais vu. Et le trimestre en cours, qui va jusqu'à fin juin, ils ont aussi prévu de la remise, des offres promotionnelles, de la reprise, des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, effectivement, ils sont conscients, ils essayent de lutter contre ça, mais c'est difficile. Je pense que la conjoncture économique est très, très difficile parce que malgré ces promos, c'est la première fois, si vous en rappelez, qu'Apple offrait 200 € de remise sur un Mac. Ouais. C'est des promos qui ont marché, mais pas très bien. Ça n'a pas été la folie, ni le raz-de-marée, ni quoi que ce soit. Ça veut dire que même avec 200 € de moins, les gens n'ont pas acheté énormément de Mac. Alors qu'ils sont en M2, qu'ils sont bien... Est-ce que si un jour on dit magiquement, admettons, lors de la WWDC, on a un MacBook Air M3, est-ce que les ventes vont exploser d'un coup ou est-ce qu'il faut vraiment que la conjoncture change? Je vous laisse compléter ma réponse. Alors justement, je me tourne vers toi, Fabrice. La semaine dernière, Gilles nous parlait du 4e trimestre. Les ventes avaient reculé pour Apple de 22,8% sur ce trimestre-là. Là, on passe de 22,8 à 40 selon IDC. Ce n'est pas les mêmes sources. C'était Canalys pour le 4e trimestre 2022. Quel est ton sentiment à toi? Il y a le feu. Au secours. C'est vrai que même si, il y a le feu pour tout le monde. Donc c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même le feu pour tout le monde. Donc Élie l'a évoqué. Il y a la conjoncture économique et beaucoup d'indécisions, pour utiliser un terme bien gentil, dans le monde, qui feront qu'on a quand même probablement moins envie pour tout un tas de produits et donc les ordinateurs en particulier. Rappelons aussi que pour accompagner le mouvement, et là je suis ironique, Apple a augmenté les prix.
Alors, du coup, Oui, parce que la remise dont parle Ellie, en fait, elle annulait juste, et même peut-être même pas complètement l'augmentation qui venait d'avoir lieu. Oui, voilà. Donc c'est vrai que donc c'est ce qu'on avait évoqué la semaine dernière aussi, le MacBook Air qui pendant des temps d'années a représenté le Mac d'entrée de gamme, le Mac entre guillemets abordable, c'est-à-dire en gros le Mac à 1000, À que 1000 ce soit euros. 1000 $ C'est ça. ou 1000 euros, voilà. Ce Mac-là n'existe plus vraiment. Il y a encore le MacBook Air M1 qui est au catalogue, d'abord qui n'est pas à 1000 euros si je ne m'abuse. On trouve des promos, mais voilà. Donc les prix ont augmenté. C'est moins facile à justifier, quoi. Je pense que ça aussi, il devait s'y attendre. N'oublions pas en plus, alors du coup, ça donnerait peut-être l'explication de l'arrêt de production de la puce M2 qu'on avait évoqué aussi la semaine dernière dans les usines de TSMC pendant janvier-février, parce que ils en avaient pas besoin, quoi. Parce que visiblement, ils savaient bien que les étagères ne se vidaient pas aussi vite qu'avant, et donc ils fabriquaient moins. Il y a le feu, hein, c'est sûr. J'ai retrouvé des chiffres de l'année dernière pour comparer entre 2021 et 2022. À ce moment-là, la part de marché d'Apple, c'était 9% et c'était 7 millions de Mac. Donc, on est à 4. Voilà, donc il y a une tendance, alors, et qui ne s'explique pas uniquement, on avait aussi évoqué ça, mais enfin ça commence à avoir bon dos, tu sais, l'excuse du Covid qui fait que pendant le confinement, les gens se sont beaucoup équipés, que ce soit en PC ou en Mac, et puis ensuite ils ont moins besoin. Enfin là, quand même, ça commence à faire longtemps, donc il y a un vrai problème, et je pense qu'il y a, pour Apple en tout cas, il y a un problème de prix. Ouais. Oui. Ellie, alors qu'est-ce qui se passe chez Apple quand on termine un trimestre à moins 40%? On va rappeler que les résultats trimestriels de ce premier trimestre, ce sera officiellement début mai. Hein. Oui. Déjà, on va voir comment ils vont nous les présenter, mais je pense qu'ils essayent de bouger. Alors, jusqu'à quel point... Bon, Apple n'est pas en péril, hein, vu leur trésor de guerre et tous les services et des choses comme ça dont on n'a pas parlé. Ils peuvent présenter un bilan qui, vis-à-vis de Wall Street, essaye de sauver un peu les meubles, mais ils sont obligés de réagir. Alors la question, c'est... Comment Oui, ben voilà. Donc il y a deux façons de réagir. Sortir un produit totalement innovant, magique, qui fasse que les gens reviennent dans les boutiques, mais c'est pas Reality Pro qui va arriver à la fin de l'année, qui va bouleverser le marché. Là, on parle du casque. Oui, c'est ça. Ça, c'est le produit magique. Sortir du M3, pourquoi pas, mais la question, c'est, j'ai vu les différents sujets, on va en parler un peu plus en détail. Est-ce que ce 15 pouces qu'on attend depuis longtemps doit sortir en avril, mai, en sachant que s'il a du M3, c'est préannoncer le M3 avant la WWDC, mais à la limite, presque peu importe. Hein. Là, tu parles du MacBook Air, du coup. Hein. Exact. Là, tu parles du MacBook Air 15.5 qui pourrait arriver avant le début juin, donc potentiellement peut-être le mois prochain. S'il y avait vraiment le feu, oui. Accompagné d'ailleurs d'un 13 pouces 3 M3. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on change la gamme, on change la gamme. Hein. Donc, il n'y a aucune raison que le 15 sorte et que le 13 ne change pas. Mais le 13, ils viennent de le changer, là. Enfin, il a 6 mois. Ouais, mais dans les différentes rumeurs, il y avait les deux qui sortaient en même temps. Hein. Donc, c'est... Je sais pas, c'est compliqué. Ou alors, faut-il tenir bon et attendre la WWDC et faire cette présentation, mais si c'est attendre 3 mois juste pour dire le M3 fait ci, ça, et se priver de revenus, moi, je le ferai pas. Hein, mais sauf s'il n'est pas prêt en quantité suffisante pour être produit comme ça. Et après, prier et tenir bon pour que l'iPhone 15 soit le succès incroyable qu'on lui prédit. Parce que s'il y a un produit qui échappe à tout, oui, bien sûr, s'il y a un produit qui échappe à tout, c'est l'iPhone. Si les gens achètent de l'iPhone, ça va faire pour Apple un trimestre énorme. Mais c'est septembre à décembre, hein, c'est pas tout de suite. Hein. Alors, c'est une bonne question. On parlera du produit lui-même, iPhone 15 Pro, tout à l'heure. Mais est-ce que, on va dire, cette chute
là des ventes de Mac, est-ce qu'elle peut s'étendre au reste des gammes à Apple finalement? Est-ce que si c'est la crise qui fait ça, les consommateurs n'auront pas plus d'argent pour renouveler un iPhone en septembre que pour acheter un Mac en janvier, Fabrice? Alors, le truc qui m'étonne toujours, c'est ce que raconte Eli avec l'expérience qu'il a, c'est que l'iPhone, quand il sort, c'est l'iPhone Pro, et les gens viennent chercher le plus cher, le plus vite possible. Alors, le Pro Max, le plus haut de gamme. Ça fait un certain nombre d'années que ça dure. Alors, moi, ça m'épate parce que l'iPhone aussi a pris de l'embonpoint au niveau du portefeuille, enfin du prix en question, beaucoup, parce que iPhone Pro ou Pro Max, enfin c'est des prix stratosphériques. À côté de ça, on a bien vu quand même que l'iPhone 14 tout court et encore plus l'iPhone 14 Plus n'a pas séduit les foules. Donc ça, voilà, ça attire et ça vend beaucoup, ça vend très cher. Bon, je me demande quand même si moi je verrais bien quand même un effet à double bande, c'est-à-dire que une partie, me semble aussi, du recul du Mac, c'est que le Mac a une durée de vie vraiment très grande et qui s'allonge. Et c'est vraiment une des caractéristiques, il me semble, des puces M1, M2, c'est que ça vieillit quand même très bien. C'est-à-dire que ça vieillit pas pour l'instant. Oui, c'est vrai. Et qu'on a vu... moi, c'était un exemple qui commence à dater, mais quand même qui est très caractéristique, qui m'avait beaucoup frappé. Les premiers modèles de génération d'images avec une application, par exemple, qui s'appelle Diffusion B. On en a parlé ici pour générer des images sur Mac. Et puis, il y a eu un moment, du jour au lendemain, dans le passage d'une version à l'autre, ils avaient gagné 50 ou 75% de rapidité de calcul, simplement en optimisant pour les Neural Engine du M1. Donc voilà, on n'avait pas besoin de changer de machine pour avoir quelque chose au moins sur une application qui augmente au moins de 50% de vitesse. Donc ça voulait dire que ces puces avaient vraiment un potentiel énorme, et elles l'ont toujours, quoi. Donc je pense aussi on n'a pas besoin de changer. On avait aussi évoqué, et là je pense que c'est Eli qu'il faut qu'il nous en parle, qu'il y a des gens comme Eli qui attendent le M3 avant de sauter le pas et qui ont encore leur intérêt. Eli, tu voulais récupérer la parole. Yes, pour deux choses. Un conseil et une comparaison. Donc, le conseil, c'est que on a vu ce qui s'était passé chez Apple il y a longtemps, en 95, lorsque toute l'industrie a pris le virage d'Internet et Apple a continué sur sa lancée. Il leur a fallu 2 ans, mais ça a failli couler la boîte, parce qu'en 97, on était presque au dépôt de bilan quand Apple a rappelé Steve et on a eu l'iMac et Internet. L'iMac étant Internet Mac dans la tête de Steve. La machine qu'on connectait en moins de 3 à Internet. Eh oui. Là, l'ensemble de l'industrie a pris un virage intelligence artificielle. Il faut voir Microsoft, il faut voir la panique chez Google. Apple ne dit toujours pas un mot. Moi, si j'étais Apple, à la WWDC, il faut qu'ils parlent d'IA. Soit qu'ils aient un accord avec les uns ou les autres, soit qu'ils aient leur propre projet, mais ils ne peuvent pas ne pas en parler parce que ça peut couler la boîte. Il y a des gens aujourd'hui qui disent « Mais moi, si je vais acheter un ordinateur, je vais acheter un ordinateur qui est compatible avec tous ces trucs-là. » Donc ça, c'est... et je passe la parole juste après. Ça, c'est mon conseil. Ma comparaison, il n'y a pas que l'informatique est en difficulté. Aux États-Unis, par exemple, mais c'est un peu global, l'automobile est en crise aussi. Et il y a des gens comme Elon Musk, ils sont à la 3e baisse de prix des Tesla, qui sont des produits chers, que les gens ont du mal à acheter, même si tout le monde en rêve. Lui, il a réagi très vite. Il en est à sa 3e baisse de prix. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent réagir. Apple a les moyens de réagir. Mais il ne faut pas qu'ils s'obstinent avec ces prix qui sont délirants. Il faut vraiment qu'ils reviennent à la réalité du marché, qu'ils ajustent leur prix. Fabrice. Voilà. Ouais, je pense pas qu'on puisse expliquer
la baisse des ventes du Mac avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, sur le moyen terme, je rejoins Ellie, il y a un moment, si les produits Apple globalement n'offrent pas des fonctions d'intelligence artificielle proches de celles dont on parle tout le temps en ce moment, sûrement, en tout cas, mais la baisse des ventes sur un an, là, ça me paraît pas lié à ça. Et puis en plus, Ellie, tu l'as dit justement, hein, l'intelligence artificielle pour Microsoft, c'est un pari qui peut aussi couler la boîte, parce que ils ont mis 20 milliards de dollars depuis qu'ils ont commencé, depuis qu'on en parle. Ils ont les reins solides, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et si jamais ça fait pas grand-chose, parce que on est en pleine hype, comme on dit, c'est-à-dire en pleine mode de l'IA, et on parle que de ça, etc. Et puis une fois que c'est passé, et c'est en train d'être le cas pour certaines personnes, c'est bon, très bien, c'est chouette, mais on fait quoi avec ? On sait pas trop. En plus, ça fait peur, donc l'Italie bloque ChatGPT. On en discute dans les salons aux moulures dorées des ministères français et ailleurs. Donc c'est un pari aussi, ça. Donc on est en train de vivre sûrement une rupture technologique monumentale, mais personne ne sait dans quel sens ça va. Donc le fait que Apple soit potentiellement un peu prudent, c'est pas mal non plus. Hein. Alors, ne nous éloignons pas trop du sujet. Je crois que ce que tu voulais dire, Ellie, c'était que Apple ne pouvait pas être complètement absent de la thématique, exactement. c'est ça, hein, ouais. Mais Stratégiquement, surtout pour compléter ce que vient de dire Fabrice, et je suis d'accord sur le pari, mais c'est que la phase pratique de à quoi ça sert, ça va arriver dans pas longtemps, parce qu'il y a déjà eu des démonstrations de Microsoft avec Copilot, de Microsoft Office, qui fait des choses basées sur l'intelligence artificielle, et en plus confidentiel, mais ça existe parce qu'il y a des gens qui sont en train de tester ça, pas moi, mais il y a des gens qui sont en train de tester ça. La suite Google de documents utilise aussi de l'intelligence artificielle et ils sont prêts. Donc, les deux grands, autres qu'Apple, vont apporter des réponses pratiques sur le à quoi ça sert, à part dessiner des petites choses en tapant des textes délirants et dire « Oh, c'est beau ». Non, à quoi ça sert en pratique, on va le savoir avant la fin de l'année. Après, les gens peuvent adhérer ou pas, hein. Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous croyez à des baisses de prix pour enrayer cette chute des ventes ? Hélas, non. Enfin, je veux dire, j'y crois, oui, mais est-ce que Apple va le faire ? Non. Et pourquoi il ne le ferait pas, Fabrice ? Apple fait pas, enfin c'est pas vraiment dans l'ADN d'Apple de baisser les prix. Peut-être. Mais en même temps, est-ce que la situation actuelle, elle est inédite aussi ? Oui, bien sûr. Mais alors, donc il y a eu les promos. Moi, je me rappelle d'un temps aussi où, quand on voulait acheter un appareil Apple, quel que soit l'endroit où on allait, c'était toujours le même prix parce que Apple disait le prix c'est ça et puis c'est tout. Il n'y avait pas... et puis ils sont apparus d'abord chez Amazon, me semble-t-il. On pouvait trouver des promos, quoi. Voilà, c'est-à-dire on pouvait en cherchant un peu, on trouvait des Mac moins chers, ce qui était absolument inédit. Ça date d'il y a 4-5 ans. Arrivent maintenant les quelques promos que Ellie a décrit tout à l'heure, et qui sont assez inédites aussi, qui ont marché moyennement. C'est peut-être parce que c'était pas assez, c'est peut-être parce que il y a pas eu assez de marketing autour. Justement, c'est suffisamment nouveau pour que les gens n'aient pas été totalement au courant. Mais moi, je vois plutôt ça, qu'une baisse du prix de l'étiquette sur le magasin d'Apple, pour l'instant, j'y crois pas tellement, non, en fait. Ouais. Vous êtes donc d'accord sur ce point-là. Le MacBook Air 15.5 qui arriverait avant le 5 juin, donc avant la WWDC, est-ce que du coup, c'est d'autant plus important qu'Apple mette le turbo sur ce MacBook Air à écran plus grand ? Alors le turbo, le truc c'est que le MacBook Air 13 pouces à écran 13 pouces, c'est déjà 1450 €. Donc t'en rajoutes bien 300 pour avoir l'écran plus grand. Donc ça te fait un MacBook Air 15 pouces 5 sûrement très bien, mais à 1899. Non, 2000. Ou 1999, allez. Ouais. Avec oui, t'as raison. En même temps, même avec les prix avec Apple, faut toujours se dire ah oui, allez, j'augmente un peu par rapport à ce que je pense et ensuite je rajoute 25%. Donc de toute façon. Bon, alors les perspectives,
peut-être un début de reprise dans le courant de l'année, mais pas énorme. Davantage de reprises peut-être l'année prochaine, avec notamment des renouvellements de machines attendus. Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, mais la condition, c'est que la crise ne reparte pas de plus belle, sinon tous ces espoirs seront à l'eau. Ouais, mais ça va être compliqué. Donc, si Apple voulait nous, et s'ils nous écoutent, il faut qu'ils notent, il faut qu'ils jouent sur les prix parce que espérons qu'on sorte de cette crise, etc. Mais rappelez-vous que 2024, année électorale aux États-Unis, les années électorales, c'est dramatique généralement. Hein. Donc, bon, il ne faut pas qu'on attende 2025. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais certains produits Apple qui devaient sortir depuis longtemps, on nous dit maintenant, ce sera plutôt 2025 peut-être. Quand même, il faut que ça sorte. Oui, si tu penses au Studio Display ou au nouveau 27 pouces, ça pourrait être aussi l'année prochaine. Hein. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai écouté la quotidienne. Hein, donc... C'est bien. C'est bien, Ellie. Bon, voilà, en tout cas, ce chiffre, il est forcément marquant, à moins 40% au premier trimestre. Il va falloir qu'Apple réagisse d'une manière ou d'une autre. On a vu qu'il y avait deux pistes. S'il ne joue pas sur les prix, il va falloir nous sortir vraiment des bécanes qui nous donnent envie de nous saigner pour nous les offrir. C'est pas gagné. Ou alors, dernier truc, peut-être que le truc qui me vient maintenant, c'est qu'il pourrait peut-être, et ça me paraît plus vraisemblable, Elie, tu nous diras, mais qu'il baisse un peu le prix des options. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas machine arrière sur le prix de départ, mais que quand tu rajoutes 8 gigas, ce ne soit pas 230, mais ce soit 150. Voilà. C'est là où il marge. Hein. C'est ce qui fait les exceptionnelles marges de cette société. C'est que ils peuvent changer d'avis, hein, mais pour l'instant, il y a toujours, depuis que je connais Apple, il y a toujours ce qui s'appelle good, better and best. 3 modèles. C'est-à-dire qu'il y a le modèle qu'ils essaient de dire, mais celui-là, il n'est pas trop cher. Mais il y a mieux. Hein. C'est le cas, mais c'est toujours 200, 300 euros plus cher. Et après, si vous avez vraiment de l'argent, là, vous avez le modèle best. Et là, il y a un différentiel, mais vous en avez un peu pour votre argent si vous l'avez. Donc, c'est toujours ça. Eh oui. Il n'y a pas le cheap, cheaper et cheapest. Ça, c'est pas, c'est ça. Dommage. Hélas. Allez, on marque une pause et on file en Inde. À tout de suite. Tim Cook en Inde, la semaine prochaine, c'est ce qu'annonce Bloomberg pour l'ouverture des 2 tout premiers Apple Store dans le sous-continent indien. 2 ouvertures confirmées par Apple ce lundi. La première dans le quartier de KBC à Mumbai. Elle aura lieu mardi prochain, le 18 avril. Et 2 jours plus tard, ce sera l'Apple Store Saket à New Delhi. On sera alors le jeudi 20. 2 ouvertures à laquelle Tim Cook devrait donc participer. Alors, sa dernière visite en Inde, c'était il y a 7 ans, en 2016. Et ce retour va intervenir alors qu'Apple accélère, on en parle souvent, son désengagement de la Chine au profit notamment de l'Inde qui devient cette semaine le pays le plus peuplé au monde devant la Chine justement. Cette visite de Tim Cook en Inde, symboliquement les 2 premiers Apple Store qui ouvrent aussi dans le pays, c'est tard, Oui. Il était temps. Quel marché énorme. Quel marché énorme. C'est clair. Un marché qui progresse, hein, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des Indiens était moindre que celui des Chinois, et Apple a choisi, et puis il y avait des usines, et il y avait toute une stratégie là-dessus. Et une des grandes vice-présidentes d'Apple, une des plus proches conseillères de Tim, était en Chine jusqu'à maintenant. Hein. Donc maintenant, il faut tenir compte de l'évolution du monde. Hein. Le marché indien a toujours été là. Le pouvoir d'achat augmente, et puis il faut déplacer les usines chinoises parce que ça devient un problème, et ça peut devenir un énorme problème en cas de changement de majorité en 2024. C'est déjà un tout petit peu le cas aux États-Unis en ce moment au Congrès, mais c'est-à-dire que la situation peut se tendre avec la Chine brutalement, et Apple ne peut pas se retrouver avec toutes ses capacités de production bloquées pour des problèmes politiques ou autres, quoi. Donc, stratégiquement, c'est bien joué. Et pour les flatter, il faut des magnifiques Apple Store.
Bah oui, ils ont l'air pas mal, effectivement, sur les photos qu'Apple a commencé à diffuser. Fabrice, je crois que l'Inde a un peu le même fonctionnement, alors, avec ses différences. C'est évidemment que le Brésil, c'est-à-dire que l'Inde impose notamment que les produits soient fabriqués localement pour ouvrir son marché à des marques étrangères. Et ces derniers temps, derniers mois et 2-3 dernières années, Apple n'a pas arrêté de donner des gages à l'Inde de ce côté-là. Hein. Oui, mais parce que alors, ça s'est plus ou moins accéléré avec la crise qu'on a traversée, la pandémie. J'allais venir, effectivement, tu as raison. Donc c'est aussi... faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ou en tout cas, ou la poule avant l'œuf, ou l'inverse, parce que du coup, le fait que les magasins, ces 2 Apple Store s'ouvrent en Inde, c'est bien parce que justement, une partie, et encore petite, de la production d'Apple a été rapatriée en Inde, ou en tout cas est déplacée de la Chine, parce que justement, la dépendance d'Apple à la Chine devient gênante, semble-t-il, puisque une partie se déplace en Inde, une partie s'est déjà déplacée au Vietnam. On parle même d'usines aux États-Unis qui vont pas ouvrir tout de suite, mais quand même. Donc il y a une vraie mondialisation dans le sens décentralisation de la Chine. Et c'est... mais ça prendra longtemps. Faut pas oublier quand même que... on est à peine, je crois, à peut-être 5% d'iPhone produits en Inde, et que pour arriver à 25%, ce ne sera pas avant 2026. C'est long tout ça. Donc ça fait longtemps qu'Apple y pense. Ils ont l'air de vouloir accélérer un petit peu le mouvement, notamment à cause de ce qui s'est passé pendant la pandémie, parce qu'il y a des usines qui ont fermé et qui ont vraiment gêné la fabrication, mais que pour l'instant, ça concerne un nombre d'iPhones assez petit. A priori que les iPhones non pro, c'est-à-dire que pour l'instant, ce sont les châssis en aluminium qui sont faits en Inde et pas les châssis en acier. Et qu'on on l'avait aussi évoqué pendant la quotidienne. Pour l'instant. Pardon ? Pour l'instant. Oui, non, bien sûr, non, mais voilà, mais c'est étape par étape et c'est très long parce qu'il faut construire des usines. Et puis le taux de qualité, le niveau de qualité atteint par justement les usines en Inde pour l'instant n'est pas celui atteint par les usines chinoises. Donc ils y vont à marche forcée, mais pas si vite que ça non plus. Donc on voit bien, enfin, ça rend d'autant plus important le déplacement de Tim Cook en Inde parce qu'il faut préparer tout ça, faut investir et ça va prendre des années. Alors Apple qui renforce d'autant plus sa présence dans le pays avec un bail qui vient d'être signé pour 10 ans à Bangalore. Alors le loyer est faramineux, 300 000 $ par mois pour 3 étages d'un nouveau building à la condition qu'aucun concurrent ne puisse s'y installer également. Et le nom de ces concurrents est précisé dans le bail. Alors, il y a Alphabet, Microsoft, Samsung, Xiaomi, Amazon, Huawei, Netflix, Facebook, Spotify, Baidu et Tencent. Le bail débute le 1er juillet et le loyer augmentera de 15% tous les 3 ans. Bon, c'est pas un problème. Alors déjà, 300 000 $ par mois, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. En gros, au total, ça fait quoi 40 millions de dollars sur les 10 ans, c'est une paille. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même pour Moulinex, qui a donc le droit d'aller dans l'immeuble en question s'ils veulent. Exactement, si j'ose dire, c'est presque de la roupie de Sansonnet, puisque nous sommes en Inde. Ah, bravo. Ah bah oui. Mais ce n'est rien comparé aux 15 millions d'euros par an qu'Apple paye pour le store des Champs-Élysées. Parce que si vous comptez par mois, ça fait beaucoup plus que ça. Mais en même temps, il y a plus d'étages. Et puis c'est à Paris. C'est vrai. Juste pour revenir sur ce déplacement, voyage de Tim Cook la semaine prochaine en Inde, il rentre à peine de Chine. Il repart pour l'Inde. C'est une manière de les mettre sur un pied d'égalité aussi. De dire aussi aux Chinois, voilà, je vous accorde de l'importance, mais juste après, je vais voir le pays d'à côté. Quoi. Normalement, d'après ce qu'on sait, c'est tout le talent de Tim Cook d'être capable de dire oui d'un côté, oui de l'autre, de ménager les susceptibilités et tout ça. Voilà, on parle, c'est marrant parce que ça fait
quelque temps qu'on parle de ce que va laisser Tim Cook comme empreinte une fois qu'il sera parti. Et en fait, il n'y a pas qu'une réponse. Il y en a plein des réponses. Des fois, on parle de c'est quoi le produit que Tim Cook aura laissé à Apple, mais c'est aussi ce qu'il aura laissé en termes financiers, parce qu'il a fait grossir Apple de manière insensée, et ses qualités de savoir parler à tout le monde, à tous les présidents américains, à tous les dirigeants du monde, parce que il représente Apple et il sait caresser dans le sens du poil, quoi. En tout cas, être diplomate. Donc, je pense que ce sera un de ses héritages aussi, de ce qu'il va laisser. En plus de son bilan carbone, tu veux dire? Parce que aller-retour Chine, Californie, Inde... Il ne va pas y aller à la voile non plus, hein. Ouais, non, on peut pas nier les efforts d'Apple dans ce domaine malgré tout. Alors donc, du coup, Bon, on le laisse passer alors. C'est voilà, bon. Exactement. on lui permet. Bon, en tout cas, on va suivre ce voyage qui n'est pas encore confirmé officiellement, hein, mais qui a l'air, en tout cas, très, très officieux. Tim Cook en Inde la semaine prochaine avec la première ouverture qui aura lieu mardi 18 avril à Mumbai. On marque une petite pause et on se retrouve pour parler de cet iPhone 15 Pro dont on a déjà l'impression de presque tout savoir. Après les infos, après les rendus 3D, voici maintenant le moule en aluminium et on est encore à 5 mois de la présentation probable officielle de cet iPhone 15 Pro dont on a un peu l'impression de tout savoir. Alors, est-ce que c'est une fausse impression selon vous? Et que devient le culte du secret chez Apple? Élie, est-ce que c'est normal qu'on ait autant d'infos sur cet iPhone à presque une demi-année de sa sortie? Je crois que oui, parce qu'Apple officiellement ne communique pas, mais vous savez que Samsung annonce des produits quelques mois avant Apple, et donc une façon d'occuper le terrain, c'est de dire, de parler à certaines personnes bien informées qui vont dire l'iPhone 15, il va faire ci, il va faire ça, etc. Bon, Apple peut se garder une ou deux petites choses sous le coude, mais ça maintient en haleine le client qui va se dire, non, mais quand même, celui-là, il va être bien, je vais l'acheter, celui-là. Et puis la surprise, regardez sur le 14, Dynamic Island, on ne savait pas. C'est vrai. Donc, il peut y avoir une surprise, mais pour le reste... En même temps, est-ce qu'il change tellement? Électroniquement un peu, l'USB-C très important, mais ça a la même forme. Ce n'est pas le redesign dont on avait parlé à un moment donné. Il y a l'histoire des boutons. On va en parler un peu plus en détail. Mais mais ça ressemble à un iPhone 4. Quand vous voyez le moule, ça ressemble à un iPhone 14 Pro. Ah. Non, un iPhone 14 Pro avec des caméras un peu plus saillantes. Il y a quelques mystères. Pourquoi est-ce que le 15 Pro, qui va quand même être très cher, n'aurait pas la caméra périscopique qui serait réservée au Pro Max? Ça, c'est un peu dommage. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le Max à cause de la taille et qui vont se dire « Ah oui, mais si je ne prends pas un Max, je n'ai pas d'objectif périscopique. » Ça, c'est dommage. Moi, je ne l'aurais pas fait. Pour l'argument commercial, justement. Oui, mais tu sais, c'est vrai. C'est vrai, mais des gens qui déjà mettent tout l'argent qu'il faut pour acheter un Pro, ils devraient avoir accès au meilleur et pas se dire si vous voulez le meilleur, c'est le Pro Max. Ah oui, mais je veux pas un gros iPhone, donc du coup je me prive. C'est dommage. Moi je l'aurais pas fait. Mais bon, ça c'est le débat Pro contre Pro Max. Je suis d'accord avec toi, Élie. Je suis assez d'accord que les deux modèles devraient être identiques à la seule différence de l'écran. Sur le culte du secret, Fabrice, est-ce que tu as aussi le sentiment que Apple a intérêt à occuper le terrain, y compris assez longtemps à l'avance, au moment où les concurrents peuvent eux-mêmes faire leurs annonces de leur côté? Ce qui m'ennuie là-dedans, c'est que c'est pas le discours d'Apple. Et Tim Cook notamment, il n'arrête pas de dire, ça fait des années qu'il dit on va redoubler sur le secret, etc. Dans les deux cas, soit c'est eux qui organisent les fuites, soit c'est pas eux, mais du coup, le résultat est le même, c'est que on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils disent. Et c'est pas très bon, du coup, pour eux, parce que j'ai pas le sentiment qu'ils aient, moi, envie tellement de voir des trucs
des détails comme ça se répandre. J'ai du mal à savoir. On a de temps en temps, on a un doute. On se dit, est-ce qu'ils auraient quand même pas fait filtrer quelque chose, ou est-ce qu'ils en feraient pas filtrer trop justement, parce que comme ça mélange quoi. On se dit, on se mélange dans tout ça et on peut plus croire rien du tout. Au final, j'ai l'impression qu'en fait, on sait un peu. La seule chose qui manque finalement à l'iPhone 15 Pro, c'est qu'il soit laissé dans un bar comme l'iPhone 4 justement, et que hein, c'est pour ceux qui se rappellent pas, l'iPhone 4 avait été trouvé dans un bar, je fais des guillemets, aux États-Unis un peu avant qu'il sorte, et que c'était justement, alors, mais à l'époque c'était un nouveau design, etc. Et donc ça avait fait grand bruit parce qu'on avait découvert le nouveau design. C'est ça ? Oui, c'est ça, voilà, Gizmodo, ouais. On avait découvert le design vraiment nouveau de l'iPhone 4, c'est vrai. emblématique s'il en est, quelques mois avant, et Steve Jobs avait été très, 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 très mécontent. Énervé. Bon, là, on parle pas de ça. Mais qu'est-ce qu'on en avait parlé ? Il n'y avait pas encore la puissance des réseaux à l'époque. Ouais. Mais il n'y avait pas la puissance des réseaux, mais donc on en avait beaucoup parlé une fois que c'était sorti. Aujourd'hui, le moindre truc, ça fait tout de suite une vague. Je sais pas trop. Quand j'ai vu, tu as évoqué cette maquette là en alu où on voit a priori une sorte de moulage extérieur, je me suis dit, si on avait vu que ça, par exemple, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on aurait évoqué le bouton volume d'un seul tenant, là, au lieu du bouton, un bouton pour le plus, un bouton pour le moins qu'on a aujourd'hui. On aurait pu se dire, c'est un moulage, donc ils n'ont pas été dans les détails pour faire le double bouton. Aujourd'hui, on a l'impression déjà de tellement savoir que ce sera un bouton unifié, sensitif et pas physique, etc., etc. Avec retour haptique. Voilà, donc c'est... En tout cas, quelle que soit la raison, on a vraiment l'impression que Apple peut-être a envie de mettre les bouchées doubles sur le secret sans y parvenir, et que c'est fini, quoi, c'est foutu. Et peut-être même encore plus avec la multiplication des usines, parce que du coup, j'ai schématise une usine en Chine, tu fermes la porte de l'usine en Chine, voilà. Mais là, tu as plusieurs portes à fermer, et c'est peut-être plus difficile encore. Elie, les fabricants d'accessoires sont aussi des passoires. On a l'impression. C'est le maillon faible. En fait, à chaque annonce d'iPhone, on a en juillet exactement tout, puisqu'on a même des exemplaires de démos de toutes les coques. Hein. Donc, ils nous les livrent en juillet pour septembre. Hein. Donc, et là, on sait absolument tout. Donc, oui, c'est le maillon faible. Mais à côté de ça, si Apple ne veut pas qu'un produit sorte, ils savent le faire. On n'a pas vu énormément d'images. On a des rendus de gens qui imaginent du casque. On n'a pas vu d'image de la voiture, si elle existe. Et on n'a pas vu... Elle n'existe pas, la voiture. Allons, Elie, allons. Oui, je sais, je suis le premier à le dire. Et on n'avait pas vu beaucoup d'images de l'Apple Watch. Bon, certes, c'était il y a longtemps. Donc, je ne sais pas. Je me demande si avec l'iPhone... Apple joue pas un jeu, parce que par rapport aux autres produits, vous n'avez pas un concurrent qui s'appelle Samsung qui annonce 6 mois avant vous. Donc je me demande si Apple pourrait pas refermer un peu plus les vannes s'il voulait. Maintenant, c'est compliqué, mais il y a des leakers, donc des gens qui parlent de fuite, hein, leaker étant un terme américain, qui sont pas connus, mais quand vous avez quelqu'un de très respectable comme Mark Gurman qui travaille chez Bloomberg, donc... quand il donne des informations, il ne va pas voler des iPhones aux sorties de bar. Donc lui, il a des contacts qui lui parlent. Hein. Je ne sais pas. Mais il y a un peu des deux. Je pense qu'Apple n'est pas mécontent. Après, il y a pu y avoir des choses. Par exemple, quand John Prosser avait parlé de l'iPhone 14 au moment où le 13 sortait, ça avait vraiment énervé Apple et même nous, parce qu'on commençait à peine à vendre le 13, que lui, il avait déjà montré quelque chose d'assez fidèle par rapport au 14, le jour où la veille de la sortie du 13. Donc ça avait été énervant. Pour nous, hein, et pour Apple, je pense aussi. Bon, et ce bloc photo-vidéo là, qui a l'air assez énorme sur le 15 Pro, notamment. Qu'est-ce que ça peut réserver comme possibilité nouvelle, à votre avis ?
Mais que leur périscope n'est pas au point. Ça devait permettre d'avoir des iPhones plus plats. Ouais, c'est une bonne réponse parce que du coup, le bloc photo qui augmente de volume, alors ça augmente de volume, c'est plus imposant, mais ça augmente finalement pas tant que ça, ce qui veut dire qu'on ne gagne pas tellement en profondeur, donc ça peut éventuellement permettre de gagner une ouverture photo ou des choses comme ça, mais pas tant que ça, quoi. Au prix d'être encore plus encombrant dans la poche. Alors, je m'empresse de dire que là, je teinte mes phrases de mes préférences personnelles, hein, qui ont fait que je suis retourné, moi, à un iPhone SE, parce que les autres sont trop gros et trop épais et trop lourds. Alors là, de ce point de vue-là, moi, le 15 ou 15 Pro, moi, ça me fait pas envie du tout, quoi, parce que c'est des autobus, quoi. Donc, éventuellement, le truc... et ce qui jouerait pas en faveur d'une baisse de prix, ce serait un passage au titane pour que ce soit plus léger, parce que l'acier, c'est très bien, mais c'est vraiment très lourd. Alors, mais ça va nous faire des iPhones à 1800 balles, donc... moi, juste là, c'est pour parler juste perso, ça me chagrine, ça m'éloigne de tout ça. J'ai pas envie, c'est trop. Je suis très perplexe. Hein. Je suis très perplexe. Élie, un dernier mot? Ouais, pour le 15, malheureusement, alors il sera un peu plus cher, il sera pas à 1800, le max, oui, mais peut-être certains modèles, mais le 15 sera quand même un peu plus cher, hein, malheureusement, sauf si Apple voulait être raisonnable. Ouais, mais par contre, il y a toujours la réaction des mecs. Le client de l'iPhone, c'est le mec qui répond la phrase américaine habituelle « Shut up and take my money ». C'est-à-dire qu'ils s'en foutent du prix. Si on peut leur donner demain, c'est bon, ils ont la carte bleue à la main. Ils vendront leur maison, leurs enfants. Ils auront leur iPhone. C'est comme ça, ça ne s'explique pas. Bon, on va reparler de cet iPhone 15 et 15 Pro, évidemment, dans les 5 mois qui viennent. On se retrouve dans quelques secondes pour les mises à jour de la semaine, et elles sont importantes. Entre vendredi et lundi, toute une flopée de mises à jour sont arrivées. Alors, juste avant le week-end, on a eu iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1, macOS 13.3.1. Donc, des mises à jour mineures, a priori, qui sont arrivées dans la foulée des versions .4 et .3 pour macOS. Sauf qu'elle corrige 2 failles de sécurité majeures. Ça veut dire qu'il faut les faire absolument, et vous êtes d'accord là-dessus? Oui. Absolument, oui. Ouais. Sans hésiter. Et alors, ce qui est chouette, c'est que lundi, donc 3 jours plus tard, sont arrivées d'autres mises à jour. Alors, pour des matériels pas forcément compatibles justement avec les OS les plus récents. Je pense à iOS 15.7.5, à iPadOS 15.7.5 et à 2 mises à jour de macOS. Alors, pour montrer, c'est la 12.6.5 et pour Big Sur, la 11.8.6. En fait, elles apportent les mêmes correctifs à des matériels, des appareils plus anciens, puisqu'on remonte notamment pour l'iPhone jusqu'au 6S, à l'iPad Air 2, à l'iPad Mini 4 et à l'iPod Touch de 7e génération. Oui. Élie, c'est là, bien. il faut féliciter Apple parce que ça veut dire que quand il s'agit de sécurité, ils sont capables de redescendre et de gérer une grosse partie de leur base installée. Et bravo pour ça. Absolument. C'est vraiment la raison d'être de ces mises à jour, Fabrice, parce que c'est pas les nouveautés qu'elles apportent qui vont nous changer la vie de tous les jours. Non, bien sûr, c'est la sécurité, c'est évident. Je suis d'accord avec Ellie, on l'a évoqué aussi dans la quotidienne. Apple fait le boulot. Apple n'est pas le seul à faire le boulot. Il y a Microsoft et pas trop mal non plus avec Windows, à savoir garder la main. Et notamment, ils ont fait ça avec Windows 7, dont les gens ont eu beaucoup de mal à se séparer, comme on sait, à cause de Windows 8 qui était quand même pas terrible. Et donc, Microsoft avait pas mal réagi en allongeant la durée justement de mise à jour de Windows 7, de suivi de support de Windows 7. Donc Apple n'est pas tout seul, mais Apple fait ça depuis
vraiment des années de garder une vue et de permettre à des appareils un peu anciens d'être mis à jour. L'iPad Air 2, c'est 2014 quand même. Donc, Bah oui. c'est pas mal. C'est quelque chose là, Apple et iOS et macOS, c'est vraiment supérieur à Android de ce point de vue-là. Les fabricants d'Android et même Google lui-même s'engagent à 3, 4 ans et 5 ans si on leur demande vraiment gentiment avec un fusil sur la tempe. Sinon, non, quoi. Donc, donc c'est vraiment... voilà, ça, c'est un des grands avantages c'est un des grands avantages d'Apple dans ce domaine et j'espère qu'ils vont aller encore plus loin. On a besoin d'appareils qui durent plus longtemps, c'est absolument capital. Là, c'est l'écologiste qui vous parle, quoi. C'est vraiment, rappelons-le, c'est un chiffre moi qui m'a frappé depuis des années, mais 80% de l'empreinte écologique d'un appareil, d'un iPhone notamment, c'est au moment de sa fabrication. Donc plus on le conserve, plus on a un impact positif là-dessus et c'est aussi ce qui permet de garder une bonne valeur de revente. On a le droit de changer, très bien. Donc on s'offre un iPhone 15 Pro tout neuf à 1800 boules chez EI, c'est formidable, mais du coup on peut revendre celui qu'on a et se le faire reprendre ou le revendre et la personne qui va l'utiliser après bénéficiera d'un appareil qui sera protégé, ça c'est bien. Bon. Côté de nouveauté, malheureusement, ces mises à jour ne soignent pas les allergies. Hélas. Pendant que Fabrice nous parle, Ellie avait coupé son micro et ne cessait d'éternuer et de se réfugier dans son mouchoir en papier. On pense à toi, Ellie. C'est le printemps, c'est le printemps. Bah oui, je sais. Bon, côté quand même petite nouveauté, il y a quand même le retour de commande universelle qui, pour certains, avait cessé de fonctionner depuis macOS 13.3, Fabrice. Oui. Moi, je m'en suis aperçu parce que c'est pas pour me vanter, mais je l'utilise même pendant que nous enregistrons, n'est-ce pas ? Et en fait, on a c'est une trouvé fonction. l'utilisateur enfin. Mais c'est une fonction que j'utilise souvent à mon grand étonnement, effectivement. Mais quand j'ai mon MacBook sous l'écran qui est relié à mon Mac Mini, il est ouvert et je peux le manipuler avec le clavier et le trackpad de bureau. Je trouve ça super pratique et je m'en suis aperçu du coup que c'était très vite que ça marchait plus parce que ça m'a gêné, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai redémarré mes deux Macs, etc. Et puis j'ai grogné et puis tout ça et puis voilà. Donc merci pour la 13.3.1, ça remarche. Merci Apple. Voilà. Bon. Et si vous êtes passé à iOS 16.4 il y a 8 jours, faites aussi cette mise à jour 16.4.1 sur iPhone et sur iPad parce qu'elle résout les bugs qui étaient apparus avec la 16.4 justement, ces bugs qui sont liés notamment à l'autonomie et à la batterie, à l'architecture maison et à l'appli météo qui a montré quelques petits signes de faiblesse ces derniers jours. Voilà pour les mises à jour de la semaine. On se retrouve dans une poignée de secondes avec nos coups de cœur et nos cartons. Les coups de cœur, les cartons jaunes et rouges d'iWeek, la semaine Apple. Ellie, on commence avec toi et avec ce livre offert par la fondation Steve Jobs. Absolument, donc il nous l'avait promis, il est arrivé. Et ça s'appelle Make Something Wonderful. Et donc le sous-titre, c'est Steve Jobs in His Own Words. Et donc sa femme, Lauren, a beaucoup participé à ce livre qui est disponible en fait sur le Bookstore Apple, mais vous pouvez le trouver à d'autres endroits. Mais si vous avez un Mac ou un iPhone ou un iPad, téléchargez-le depuis l'application livre d'Apple. Il est dans un format assez particulier parce que c'est un format paysage. On ne s'attend pas à ça dans un livre, mais et il est truffé de photos et d'anecdotes. Évidemment, il est sorti cet après-midi. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai jeté un petit coup d'œil. Et il y a énormément de photos inédites
et d'anecdotes inédites racontées par sa femme. Mais ça commence, pour vous donner une idée, de Steve Jobs à l'âge de 2 ans, monter sur un vélo. Et évidemment, ils disent, déjà à 10 ans, on pouvait parler pour les ordinateurs qui étaient les vélos de l'esprit, Bicycles of the Mind. Ils ont fait ce raccourci et en fait, à 2 ans, franchement, il ressemblait pas du tout au Steve qu'on connaît, hein. Donc, je vous conseille cette photo totalement déroutante. Et à part ça, il y a des tas de photos pendant la conception des Apple II, des prototypes qui trimballaient dans des sacs improbables. Il y a des photos de sacs tout à fait improbables, des choses comme ça. Il y a une photo de son premier passeport. Donc, des choses vraiment sympathiques. Ça, c'est facile. Et les post-it. Il y a vraiment des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Et puis après, il faudra lire les textes, puisqu'en fait, c'est la vie de Steve racontée avec les mots de Steve, hein. Donc, je pense que c'est un truc. Si vous aimez Apple, il faut. Et plus, il est gratuit, hein. Donc, si vous aimez Apple, il faut le lire, hein. Bah oui, alors, je viens de le télécharger, j'arrive pas à tourner les pages. Ça y est, ça marche. Mais on peut le lire en ligne, du coup, effectivement. Ouais. Oui, aussi. Ce qui est chouette, c'est que c'est un livre qui est en libre accès, hein, qui est gratuit, donc il suffit de le télécharger. Make Something Wonderful, donc publié par la Steve Jobs Archive, le site créé par sa veuve Lauren Powell Jobs après son décès. Donc on vous le recommande. Je rêve où il y a 295 pages, hein, c'est ça, hein. Donc c'est pas un petit bouquin de 20 pages, quoi. Il y a vraiment de la matière. Je vais découvrir ça plus tard ce soir, mais ne passez pas à côté. Je pense que Gilles va se régaler. Ah bah c'est sûr. On pense à toi, Gilles, d'ailleurs. Tu vas sans doute passer un très très bon moment. Coup de cœur suite avec toi, Fabrice. Eh ben on t'écoute. Alors, 2 petites choses. Je vais revenir sur Tetris cette fois-ci, le film, parce que depuis j'ai vu le film. Alors, je voulais en reparler parce que en fait, à ma grande surprise, j'ai trouvé ça encore mieux que ce à quoi je m'attendais. Ce film est absolument génial, en fait. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. J'avais un a priori peut-être négatif parce que c'est l'histoire d'un jeu vidéo, ceci, cela et machin. Et en fait, même juste, en tant que film, scénario, action, machin, c'est génial ce film. C'est vraiment une grande et bonne surprise, voilà. Donc je remets une couche parce que rappelons que c'est disponible sur Apple TV+. Je regrette que ce film ne fasse pas partie des plans dont on a parlé il y a quelque temps d'Apple de distribuer des films dans les salles de cinéma. Parce que il serait super au cinéma aussi et du coup ça lui permettrait d'être découvert par plus de monde. Voilà. C'est vrai. Donc Tetris à voir sur Apple TV+, vraiment ne le ratez pas. Ouais, absolument. Autre chose ? Et je voulais parler d'une petite application que je trouve géniale. Je sais jamais vraiment quand l'utiliser, mais je trouve le principe génial et elle est maintenant en français. Alors c'est une application qui s'appelle Soulver, Soulver, c'est la version 3 et qui est donc tout récemment disponible en français. Et alors pour essayer de décrire ce que c'est, il faut essayer d'imaginer l'application Notes d'Apple, mais dans laquelle, si vous écrivez, vous faites une phrase en disant je suis allé déjeuner avec machin, j'en ai eu pour $30 ou 30 € justement en français, mais multiplié par 2. Et dans la colonne à droite, il y a le résultat. C'est-à-dire qu'on peut un peu parler un peu comme on veut, et puis ça va faire les calculs en même temps. Et donc ça fait des calculs, c'est des fois on se pose la question, tiens, combien ça fait justement $35 en euros ? Eh bien on écrit ça. Et l'application fait les calculs à côté. Ouais, c'est assez drôle. Marrant. Ça fait des années que ça existe et uniquement en anglais. Et là maintenant c'est en français. Donc Solver, vous trouverez ça, Soulver, version 3. Et amusez-vous avec ça. Et j'aimerais bien d'ailleurs que ceux qui essayent nous racontent ce qu'ils font avec, parce que sur le principe, je trouve ça génial, mais je m'en sers jamais. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on me dise. Voilà, pour nous raconter, ça se passe sur Twitter et Mastodon avec le hashtag iWeekLSA. Et mon coup de cœur à moi, eh bien, moi, c'est de me réjouir à l'idée d'être le 28 juin. Qu'est-ce qui se passe le 28 juin ? Alors là, qu'est-ce qui se passe le 28 juin ? Qu'est-ce qui se passe au cinéma le 28 juin ?
C'est la sortie du Scorsese produit par Apple. Non. Non, il n'y a pas de lien avec Apple, là, ce coup-ci. Ah bon? Mais avec aussi, une très, très, très grande franchise dont le 5e numéro sort le 28 juin en France, 2 jours avant les États-Unis. Ah. Oh là là. Je vous chante le générique. Tin, tarin, tin, tin, tarin. Ah, Indiana Jones. Yes. Mais tu sais que tu peux le voir avant si tu vas au Festival de Cannes. Oui, je sais. Passe en avant-première. Je sais, ce sera un mois avant, mais là, bon, le 28 juin, tranquillos, dans une très très bonne salle. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Alors, vous avez peut-être vu le teaser qui était sorti il y a 2 ou 3 mois. Là, cette fois, on a la bande-annonce officielle sur 2 minutes 17, avec notamment dans le rôle du méchant, Mads Mikkelsen, qui a l'air absolument génial. Et Harrison Ford, toujours avec son chapeau et son fouet. Voilà. J'adore ces sorties qui sortent 2 jours avant les Américains. Ah oui. C'est toujours un pied, je trouve, d'y aller. Surtout si tu vas à la séance en VO, tu trouves la moitié de la salle est américaine, c'est voire ça. les 2 tiers. Il y a des gens qui prennent l'avion pour aller le voir à Paris. Ben oui. C'est dingue. C'était le cas pour les Star Wars. Voilà, donc Indiana Jones ton coup de cœur, 5. c'est la bande-annonce de 2 minutes 17. Ouais. Et l'idée, la perspective d'être dans la salle le 28 juin. Voilà. Rideau sur ce 132e épisode d'iWeek, la semaine Apple. Merci de votre fidélité, de votre soutien sur Patreon, patreon.com/iWeek. Rendez-vous la semaine prochaine pour dire 133 avec nous. Salut les copains, salut Elie Abitbol. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine prochaine, je viendrai avec un antihistaminique devant le micro. Je suis désolé si mes éternuements vous ont perturbé. Je n'y pouvais rien. Non, tu as eu beaucoup de mérite de rester pendant toute la durée de cet épisode. Merci à toi Elie d'être là comme quasiment toutes les semaines. Et merci aussi à toi Fabrice Neumann. Avec plaisir, mon capitaine. Grand plaisir de te retrouver comme très très souvent. Tu es sur ton site, tu es sur les réseaux, tu es partout. On fait une bise à Gilles Dounès et à François Le Truedic, les 2 absents du jour. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news et sur Mastodon @iWeekNews @mastodon.world. N'oubliez pas la version vidéo de ce podcast, version sans pub, dès le jeudi pour notre communauté Patreon et à partir du dimanche sur YouTube. Merci d'avance pour vos notes 5 étoiles sur Apple Podcast et puisque vous y êtes, profitez-en pour écrire un petit avis, vous savez, quelques mots bien à vous pour dire tout le bien que vous pensez de ce rendez-vous et pour donner envie aux autres. C'est très important. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Alors, prenez aussi bien soin de vous. On vous souhaite une belle soirée, une belle fin de semaine, peut-être un bon week-end. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye. Et on se retrouve très vite avec la quotidienne. Ciao. Salut à tous, bye bye. Au revoir.